Je m'appelle Essivi Jocelyne Kodjo, comme sur mes papiers, mais je me suis renommée Essika pour les besoins de mon entreprise qui est Père l'Épagne. Je gère donc cette structure avec ce nom que je me suis donné, un peu pour me préserver, un peu pour aussi affirmer une certaine identité. Je suis la fille aînée de Agbeome Vincent Kodjo et ça n'a peut-être pas toujours été évident non plus d'être la fille d'un si grand monsieur. Grand dans la corpulence, grand physiquement, mais grand intellectuellement aussi. Il y a récemment une grande personnalité togolaise que je respecte beaucoup, qui m'a dit que quand elle entendait parler de Agbeome Kodjo, elle avait l'impression d'entendre parler d'une légende. Mon père est une légende à beaucoup d'égards. Mon père est aussi tout simplement un homme et un père de famille. C'est un homme travailleur, c'est un homme courageux, qui a souvent peur, mais qui a aussi souvent la niaque pour aller vers ses peurs, pour leur faire face. C'est un homme qui respecte beaucoup les gens d'esprit. Il aime ces hommes intellectuels, hommes et femmes bien entendu. Et il nous a éduqués aussi un peu dans ça. Il ne nous a jamais imposé quoi faire, quoi ne pas faire, mais on savait toujours dans quelle mesure on pouvait faire nos choix. C'était toujours des choix de travail, des choix de rigueur, des choix d'abnégation et des choix de bonté. C'est quelqu'un d'extrêmement bon et généreux. C'est peut-être aussi, selon moi, un défaut, mais par-dessus tout une grâce. Mon père est généreux parce qu'il est humainement grand et il croit beaucoup en la bonté humaine. Il fait autant que possible tout le bien qu'il pense et il n'a jamais cessé de nous enseigner d'en faire autant. Je suis la fille, j'irais parfois d'un militaire manqué. Son parcours avec Nyansik Beyadema lui a donné une rigueur qu'il nous imposait à la maison. Le RPT avant tout discipline, on le disait souvent à la maison, on rigolait, mais souvent c'était pour nous recadrer, pour nous dire que avant tout il faut être discipliné. Nous avons appris cette rigueur-là, moi étant sa fille aînée ou son enfant, son aîné, je l'ai beaucoup plus encore eu que mes frères et pour pouvoir aussi transmettre ça à mes frères. Aujourd'hui, je peux dire que mon père est mon meilleur ami parce que je partage énormément de choses avec lui, si ce n'est tout. Nous rigolons, nous partageons des idées, nous discutons de la politique, de comment elle devrait être. C'est devenu un peu aussi la passion de beaucoup dans la famille. Pas que la politique, mais la vie. Comment est-ce qu'il faudrait la mener? Comment est-ce qu'il faut être bon? Comment est-ce qu'il faut marquer son temps? Cet homme au grand cœur, il est, comme je le disais tout à l'heure, bon et généreux, mais c'est aussi avant tout quelqu'un qui aime les belles choses, qui aime que les choses soient bien faites. Il a tout eu parce qu'il s'est battu pour et il ne cesse de nous dire de nous battre pour ce que nous croyons être juste. Je rêve encore de le voir remporter une victoire qu'il a déjà remportée par le passé. C'est sa victoire contre la cigarette, mais je crois qu'il va revenir et qu'il va la gagner encore. Mon plus grand rêve, c'est de voir ces millions de mots, d'histoires, tout ce qu'il a eu comme parcours, qu'il puisse le partager avec non seulement nous qui sommes ses enfants, mais aussi les jeunes de ma génération, de ce pays et du monde entier, à travers des écrits qu'il commence et que j'espère nous verrons le bout bientôt. Je m'appelle Lokodolou François Adama. Je suis le deuxième enfant
sur une fratrie de 11, le deuxième enfant d'Hilaire Lokodonou. Je réside actuellement aux États-Unis, où j'occupe les fonctions de président-directeur général pour une entreprise de haute technologie qui s'appelle F5 Networks et qui est basée sur la côte ouest des États-Unis. Et je suis régulièrement au Togo, tous les 6 mois, pour rendre visite à la famille et aussi pour m'occuper de notre entreprise Kajou Espoir ici au Togo. Quand je pense à papa, je pense tout d'abord à mon enfance ici au Togo et mon adolescence. Le rôle que papa a joué dans mon enfance, d'abord c'est le rôle de tout père. C'est quelqu'un qui pour moi n'était pas toujours présent parce qu'il voyageait beaucoup à cause de ses affaires, mais qui quand il était là comptait beaucoup, qui a su nous inculquer une ligne de conduite. Papa croyait énormément en l'éducation et l'importance du travail à l'école, qui est une valeur qu'il a donnée à tous ses enfants. Et je me souviens quand on a grandi ici que c'était peut-être la chose qui lui importait le plus. Il ne voulait pas entendre parler de jouer au football dans la rue ou de s'amuser après l'école. Il voulait surtout qu'après avoir fait nos devoirs, qu'on fasse encore plus de devoirs, qu'on prenne des cours particuliers, qu'on fasse encore plus de mathématiques et de physique. Et tout ça, c'était des choses qui comptaient pour lui énormément. Mais cette valeur du travail est restée énormément. Et je sais que ça a compté pour lui énormément dans sa vie. Il s'en est sorti par le travail, par l'éducation. Donc je dirais que sa première religion à lui, c'était le travail. Dans cette enfance aussi, je pense que papa a voulu nous inculquer la connaissance d'autrui. Et c'est vrai que papa ayant réussi avec l'architecture, nous avons grandi dans des conditions privilégiées. C'est-à-dire que grandissant au Togo ici, un pays que nous connaissons bien, dans lequel il y a énormément de pauvreté, nous étions des enfants privilégiés. En dépit de ces privilèges, papa, mais aussi ma mère, Madame Thérèse Loko, qui a vécu au Togo, qui a enseigné à l'Université du Bénin, et qui est française, ont voulu que nous allions dans des écoles togolaises et que nous vivions la vie, je dirais, commune, la vie ordinaire des autres Togolais. Et ça, je dirais que c'est un grand cadeau qu'ils nous ont fait parce que ça a profondément moulé ma vision du Togo, ma vision de mes amis. Donc j'ai fait mon école primaire à l'école à Côté-Akoué, ici à Lomé, et mes premières années de lycée au collège protestant à Lomé. Donc j'ai grandi à l'école primaire à Côté-Akoué, et ce dont je me souviens, c'est que nos parents insistaient pour que nous ayons très peu d'argent pour aller à l'école. À l'école primaire, je me souviens qu'on nous donnait 10 francs CFA, et papa insistait là-dessus. 10 francs CFA pour aller à l'école. Et avec ça, on pouvait manger à la récréation avec tout le monde. On avait 5 francs de molou, 5 francs d'aquaman. Et avec ça, on avait un petit bol comme tout le monde. Et quand on est allé au collège protestant, là, les choses se sont nettement améliorées parce qu'on avait 50 francs CFA pour toute la journée. Et comme nous avions 3 récréations au collège protestant pendant la journée, il fallait vraiment gérer les 50 francs CFA là, sur les 3 récréations. Donc ça me permettait, avec mes amis, parce qu'on partageait, j'avais 2 amis, on partageait nos 50 francs, mon autre ami avait 50 francs, donc on avait 100 francs CFA pour manger pour 3. Ça nous permettait d'acheter un bol de liha à 10 francs et peut-être un sandwich avec un peu de beurre aussi à 15 francs, et on se partageait ça à 3 et on recommençait à la récréation suivante. Et on va dire cette petite adversité et le fait de ne pas avoir grand-chose, souvent on voyait d'autres enfants qui avaient beaucoup plus pour s'acheter des gros pains et des gros bols de liha. On les enviait, mais cette adversité, je pense, nous a fait vraiment connaître
je dirais, la vie de nos amis et de savoir ce que c'est que de vivre avec peu dans notre pays. Et ça, c'est un cadeau que nos parents nous ont fait. Et c'est une des choses qui a marqué mon enfance et mon adolescence. C'est de savoir ce que c'est que de vivre avec pas grand-chose et de partager avec ses amis cette simplicité. Et ça, j'en suis reconnaissant. Même si à l'époque, je me plaignais souvent auprès de mes parents, auprès de mon père. Aujourd'hui, je reconnais que c'est un grand cadeau qu'ils nous ont fait. Donc quand je pense à papa, je pense aussi je dirais, au conseil qu'il m'a donné au travers de mon parcours en tant qu'adolescent, quand on commence à se chercher, à savoir quel choix faire. Papa était là dans les moments importants pour m'aiguiller sur des choix, d'abord des choix académiques, que faire après le baccalauréat, d'abord quelle série du bac choisir, que faire après le baccalauréat. Et c'est vrai que c'est aussi sur ces conseils que j'avais choisi de faire les classes préparatoires aux écoles d'ingénieurs en France, qui m'ont mené vers une école d'ingénieurs en physique, puis une carrière en télécommunication. Il a été là dans ces moments pour faire ces choix importants de carrière. Et puis papa, c'est aussi une personne que j'admire par des qualités que j'ai pu vivre, que j'ai pu apprécier au quotidien. Ces qualités qui parfois peuvent être aussi des faiblesses, mais qui font toute la richesse de l'homme. Papa, c'est quelqu'un qui s'est construit vraiment de lui-même, qui est parti de rien. Quand je pense à son enfance à lui, je pense à un enfant qui court entre Pélaconji et Vaughan avec un cerceau et pieds nus pour faire 5 ou 6 kilomètres pour aller à l'école, histoire qu'il nous a souvent racontée à tous ses enfants. Mais je pense à cet enfant pieds nus, parti d'un enfant d'une famille de pêcheurs sur les rives du lac Togo, qui, par sa force de personnalité, sa force de travail et son insatisfaction avec le statu quo, finalement s'est construit et est devenu une grande figure, en tout cas pour notre famille, c'est sûr, peut-être aussi une grande figure pour son pays, mais c'est quelque chose qu'il a construit vraiment par sa propre détermination, sa capacité à répondre à l'adversité et aussi une profonde insatisfaction. Et cette insatisfaction, cette impatience de penser qu'il y a toujours mieux à faire, de vouloir toujours aller plus loin. Il n'a pas été satisfait quand il a eu son CEPD, il n'a pas été satisfait quand il a eu son BEPC, il n'a pas été satisfait quand il a eu son bac. Il a fallu qu'il quitte sa famille. Il n'a pas été satisfait, il est parti en France. Il a eu son diplôme d'architecte, il n'a pas été satisfait, il est revenu, il a voulu créer, etc. Et après tout ce qu'il a fait, je dirais, dans sa carrière, aujourd'hui, un homme que je connais depuis 70 ans, il a bientôt 80 ans, il n'est toujours pas satisfait. Et il continue à chercher, à faire plus, à produire plus, à montrer qu'on peut faire plus. Et je dirais que cette passion pour l'action, cette insatisfaction qu'il a au fond de lui, qui le fait dormir peu et travailler beaucoup, c'est une qualité que j'admire. C'est une inspiration, je pense, pour ses enfants et pour ceux qui le côtoient, mais c'est une des grandes qualités de papa. L'autre qualité je dirais peut-être celle qui m'a marqué le plus et qui restera toujours pour moi une grosse partie de l'identité de mon père, c'est la solidarité. Papa, je pense en partie par l'éducation de ses parents à lui, a toujours compris que s'il réussissait ou s'il avait des moyens, que la réussite n'existait que si elle est partagée. Et donc, il a toujours agi dans la solidarité. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis mon enfance. Papa est quelqu'un qui a aidé et donné énormément. Il a beaucoup donné dans notre famille, il a beaucoup donné dans son village par des actions concrètes. Il a pris des enfants du village avec lui, il a construit une église pour notre village, il a aidé à électrifier notre village. Il a eu énormément de
contributions auprès de sa communauté. Il a bien sûr travaillé avec le Rotary, où il a aussi aidé d'autres communautés, mais cette passion, je dirais, pour le service, pour partager avec autrui, je dirais pour moi, c'est la deuxième grande inspiration de papa. Et c'est peut-être la leçon de sa vie, c'est-à-dire qu'au-delà, je pense que pour beaucoup de gens qui ne connaissent pas papa de près, ce qu'on voit, c'est l'architecte, l'homme qui a construit des bâtiments, l'homme qui a construit un grand hôtel au Togo, qui a peut-être eu des titres honorifiques. Cette personnalité-là existe, mais je pense que ce que peu de gens connaissent et comprennent chez papa, c'est que derrière ça, il y a un homme d'une générosité exceptionnelle. Et moi, c'est cette générosité que j'admire le plus chez mon père. Et c'est ce qui m'a le plus inspiré dans ma vie avec lui. Et c'est ce que je retiendrai de son action quand il tirera le rideau sur ce parcours exceptionnel. J'ai eu la chance de grandir dans un foyer où pour je dirais, une grande majorité de notre enfance, de notre adolescence, nos parents étaient ensemble. Et l'influence sur les choix des enfants, elle vient du père et de la mère. Donc je vais parler de l'influence qu'a eu papa, mais c'est très important pour moi que l'influence qu'a eu ma mère fasse partie aussi de ce témoignage. L'influence de papa, je dirais, sur mes choix de carrière et ce que j'ai pu accomplir aujourd'hui, je dirais, c'est cette insatisfaction, ce désir d'accomplir plus, ce désir d'aller de l'avant. Papa m'a montré ce que c'est qu'un homme de proue. Un homme de proue, c'est un homme qui est au devant du bateau, qui trace des sillons, qui emprunte des chemins que peut-être d'autres n'ont pas empruntés, qui est prêt à prendre des coups, qui est prêt à prendre des risques, qui est prêt à s'exposer, qui est prêt à créer. Et c'est en observant papa, en le voyant remplir ce rôle d'homme de proue dans cet environnement, que je dirais que moi-même j'ai développé une aspiration, une ambition, une conviction sur l'idée de diriger, l'idée d'emmener d'autres hommes et des femmes dans de nouvelles directions ou d'accomplir des choses qui ne peuvent être faites qu'en équipe. Et donc voilà, c'est cette capacité à être un homme de proue, cette capacité à se réinventer et à toujours vouloir accomplir plus, je dirais, c'est peut-être la plus grosse influence que papa a eue sur ce que je suis devenu. Et en parlant un petit peu pour mes frères et sœurs aujourd'hui, je pense que cette influence-là a joué un gros rôle pour les choses exceptionnelles que mes frères et mes sœurs sont en train d'accomplir. Ma mère, Thérèse Loco, a eu aussi un rôle très important dans ma vie. Elle est française. Elle a choisi de venir en Afrique, vivre, d'épouser un homme togolais, mais aussi de venir vivre au Togo avec lui. Elle a eu de nombreux étudiants qui peut-être regarderont cette émission à l'Université du Bénin, et elle a créé la première unité de recherche démographique au Togo, l'URD. Elle-même s'est énormément investie au Togo, et je dirais, paradoxalement, peut-être plus même que papa, maman m'a inculqué une mission vis-à-vis de mon pays. Et c'est paradoxal parce que
elle est française, mais elle voulait donner une grande partie de sa carrière à l'Afrique. Et dans son mariage avec papa, elle voulait aussi donner au Togo et à l'Afrique des enfants qui puissent contribuer au développement de ce pays, au développement de notre continent. Et dans son action, comme dans ses mots, elle m'a inspiré pour remplir cette mission, pour contribuer au développement du Togo. D'abord, j'admire l'initiative Modèle de champion parce que nous avons besoin de modèles de réussite en Afrique. Trop souvent, dans nos pays, ce qui fait l'actualité, ce sont les scandales de corruption, évidemment de gros problèmes politiques, bien sûr la pauvreté, la souffrance. Ça n'est pas le cas chez nous au Togo, mais dans certains pays, des problèmes de conflit. Nous avons besoin de modèles de champions pour inspirer la jeunesse. Vous savez, la population du Togo va encore doubler dans les 30 années. Nous allons avoir une population très jeune. Et il faut que ces jeunes-là sachent qu'on peut réussir par son travail, par sa sueur, qu'on peut réussir en étant honnête, qu'on peut réussir en comptant sur ses propres armes. Et que la réussite chez nous n'est pas uniquement liée à là où on est né, ou les connexions qu'on a. Et c'est ça l'inspiration de papa pour les jeunes. J'espère que ce qu'ils tireront de son parcours, c'est que c'est quelqu'un qui est parti de rien. C'est quelqu'un qui n'avait rien. Et qui, comme tout enfant togolais, qui peut être né dans un village de parents pauvres, qui n'ont rien du tout, il a travaillé, il a pris ses armes, il a persévéré, et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et aujourd'hui, il a eu un impact sur la vie de milliers de personnes. Et j'espère que c'est ça que nos jeunes tireront de son parcours exceptionnel. Alors, est-ce qu'il mérite d'être modèle de champion? Je suis son fils, donc je suis bien sûr biaisé peut-être dans mon évaluation, mais pour moi, 100 fois oui. Et bien au-delà. Bien au-delà. C'est pas seulement un champion, c'est un champion d'exception, mais au-delà de ça, c'est un champion qui a su être généreux. Et ça aussi, c'est le modèle dont on a besoin en Afrique. On a besoin de gens qui réussissent et on a besoin de gens qui sachent donner. Et ce don, cette solidarité, c'est pas juste un modèle pour les Africains. Et c'est pour ça que je parle de ça dans cette émission, parce que je ne voudrais pas qu'on se souvienne de papa simplement comme de quelqu'un qui a réussi dans sa vie, dans sa carrière. J'aimerais qu'on se souvienne de lui comme quelqu'un qui a donné, parce que ça, c'est ce que j'ai vu chez lui, cette générosité et cette solidarité vis-à-vis des autres. Et ça, je pense que c'est une valeur profondément togolaise et que c'est une valeur que nous autres Africains pouvons enseigner au reste du monde. Quand vous vivez à l'étranger et qu'on parle de l'Afrique, on parle souvent des problèmes de l'Afrique. Et souvent, ce que les médias exportent, ce sont les problèmes de l'Afrique, les conflits, la pauvreté, les guerres, les maladies, la corruption. Mais nous aussi, nous avons des valeurs à enseigner au reste du monde. Et la solidarité que je vois en Afrique, c'est une solidarité qui
je pense, dans beaucoup de pays du monde, a été oublié. Et le message de papa, pour moi, c'est un modèle de champion parce que c'est aussi un modèle de solidarité. Et ça, c'est un message qui transcende nos frontières et c'est une valeur que nous pouvons enseigner à d'autres pays. Well, creating a company is hard. If you want to be an entrepreneur, you have to be willing to suffer. You have to be willing to have some setbacks. You have to know that some things are not going to work. You have to know that you will face adversity. And you have to be willing to persevere through adversity. You have to believe in yourself. You have to believe in your ideas, even when others don't. And as long as you do that, and you have the strength of your convictions, and you believe you have an idea that can make a difference for others, then you should be an entrepreneur, and you will succeed. If you want to make a career in technology, then you're going to have to study maths and physics. You have to be willing to study engineering. Currently, I'm the president and CEO of a company called F5 based in Seattle in the US. We are in the information technology domain. We make applications, corporate applications, software applications work better. And we employ hundreds of engineers from all over the world. And so if you have the skills, if you have the desire, if you have the intellectual curiosity to know how to build software, then you would have an opportunity at a company like F5 or other companies in the technology industry.